Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Nous allons prendre la direction de l'Ukraine et plus exactement de la Crimée, cette péninsule qui s'avance dans la mer Noire et où les tensions sont toujours très vives entre la population russe orthodoxe et les Tatars musulmans déportés par Staline en 1944 et qui depuis la fin de l'URSS tentent de revenir sur la terre de leurs ancêtres. Mais ils se heurtent au racisme et à l'ostracisme économique dans une Ukraine tiraillée entre l'Est et l'Ouest, entre la Russie et l'Europe. C'est un reportage de Claire Debuisère et Lydie Marlin. Des maisons de fortune à perte de vue, c'est l'image méconnue de la Crimée. Les squats se comptent par dizaines. Kurbankoï est l'un des plus grands. C'est ici que vit Roujdi. À 82 ans, il est loin de profiter d'une quelconque retraite. Il consacre tout son temps à sa future maison. Vous voyez ici, il y aura une cloison. Il y aura quelque chose comme une salle de bain. J'aurai aussi des toilettes et une baignoire. On pourra se laver les mains. Roujdi a commencé ce chantier il y a 6 ans. Mais avec 150 € par mois pour vivre, il n'a pas les moyens d'aller jusqu'au bout. Si j'avais un toit sur cette maison, eh bien cette maison vaudrait de l'or pour moi. En attendant des jours meilleurs, Roujdi vit dans le dénuement le plus total. Comme lui, 47 familles vivent dans ce squat, sans eau ni électricité. Tous sont des Tatars de Crimée. Pour expliquer leurs difficultés, ils n'ont qu'un mot à la bouche, la déportation. C'était le 18 mai 1944. Roujdi avait 13 ans à l'époque. C'était le 18 mai. C'était la nuit. Je ne peux pas vous dire à quelle heure c'était exactement, mais je sais que c'était la nuit. Tout le monde dormait. Les soldats ont frappé à la porte en criant « Maman, réveillez-vous, prenez vos enfants. Vous avez 15 minutes pour prendre vos affaires. C'est l'ordre de Staline. » À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dirigeant soviétique cherche à russifier la Crimée. Pour se débarrasser des Tatars, il les accuse de collaborer avec les nazis. Quand nous étions dans les camions, nous nous sommes arrêtés près du cimetière. Je ne sais pas s'ils ont reçu l'ordre de nous tuer ou de nous enterrer dans le cimetière, je n'en sais rien. Ce dont je me souviens, c'est qu'on s'est d'abord arrêté au cimetière. Pendant ce temps-là, nous étions tous serrés dans le camion. Les personnes âgées étaient si choquées. Des larmes roulaient sur leurs joues. Quand elles ont réalisé qu'on allait être déportés, elles ont commencé à chanter cette chanson, Ural Daru. C'est une chanson tatar, une chanson tragique. La première fois que j'ai entendu cette chanson, c'était dans le camion qui nous emmenait. Elle est toujours dans ma tête. « 200 000 Tatars ont été déportés à plus de 4000 km de chez eux, vers l'est de l'URSS. Près de la moitié d'entre eux n'y a pas survécu. Les Tatars devront attendre plus de 40 ans et la chute de l'URSS pour rentrer chez eux. Aujourd'hui, la Crimée fait partie de l'Ukraine, mais l'influence de Moscou se fait toujours sentir à chaque coin de rue. La statue de Lénine trône sur la place principale et la population est majoritairement russe et orthodoxe. Les Tatars, eux, sont musulmans et ne représentent que 12% de la population. Ils sont encore loin d'avoir retrouvé tous leurs droits. Plus de la moitié d'entre eux est au chômage. C'est le cas d'Aliye, une des habitantes de Kurbankoï. Chaque matin, elle cultive son potager pour nourrir sa famille. Aliye est née en Ouzbékistan pendant l'exil. Là-bas, elle était responsable des ventes dans un magasin. Depuis son arrivée en Crimée, elle se sent comme une citoyenne de seconde zone.
C'est très difficile pour les Tatars de Crimée de trouver un bon travail, parce que la première chose qu'on nous demande lorsque l'on répond à une annonce, c'est notre nationalité. On nous demande « Quelle est ta nationalité ?» S'ils se rendent compte que tu es tatar, ils répondent « Excusez-nous, désolé, mais nous n'avons plus de besoin ». Et ils disent qu'ils ont déjà embauché quelqu'un. La nuit tombe sur Kurbankoy. Dans le squat, les soirées sont longues. Seul réconfort pour allier ses voisines, la chaleur d'un café. Elles n'ont jamais pu récupérer les terres de leurs parents, confisquées par les Russes à l'époque de la déportation. Depuis, elles squattent et doivent se battre pour rester. On était tout le temps menacés d'être expulsés. Moi, j'ai été condamnée à payer une amende de 9 500 €. Ils ont amené des policiers ici et aussi des Cosaques avec des chiens. On a eu toutes sortes de menaces. Les gens de chez nous avaient même peur d'aller en ville. Les Tatars sont régulièrement victimes d'actes racistes. Au cimetière de Myrnae, en banlieue de Simferopol, le constat est flagrant. À gauche, le cimetière chrétien des Russes est intact. À droite, le cimetière musulman des Tatars a déjà été profané 3 fois cette année. Les responsables sont rarement arrêtés. Heureusement pour nous, les tombes des nôtres sont en bon état. Mais quand je regarde cette tombe là-bas, ça me donne mal au cœur. Pourquoi font-ils ça? Allah les punira. Même si on ne les retrouve pas, Allah les punira. Ils doivent payer. On doit régler nos comptes avec ces gens-là. Parfois, la provocation tourne à l'affrontement, comme à Bakhchisarai en 2006. Des commerçants russes ont installé leur marché sur la place d'un ancien cimetière tatar. Les Tatars, armés de leur drapeau, exigent leur départ. Le face-à-face tourne à l'émeute. Du côté russe, des Cosaques se sont mêlés aux commerçants. Pour les Tatars, c'est ce groupe nationaliste qui attise la haine entre les deux communautés. Nous les avons rencontrés à Sébastopol, leur bastion. Aujourd'hui, ils commémorent l'anniversaire du départ des Cosaques de Crimée. Une démonstration de force pour ce groupe paramilitaire nationaliste de religion orthodoxe. Il serait 20 000 en Crimée. Cosaques de Sébastopol, Cosaques de Tauride. Nous les Cosaques, nous n'avons pas de limite. Nous nous sentons partout chez nous. Vive les Cosaques! Leur credo, légitimer la présence des Russes en Crimée et leur domination sur les autres nationalités. Devant notre caméra, le discours n'est pas ouvertement hostile aux Tatars. Moi, personnellement, je pense comme député, comme chef des Cosaques et comme citoyen d'Ukraine et de Crimée, je me pose la question. Si quelques-uns accaparent des terrains pour construire des maisons, etc., la question que je pose aux autorités, c'est pourquoi on les laisse faire eux et pas nous? Dès que nous abordons la question tatare, Sergueï Yurchenko fait venir son chargé de communication, qui en profite pour répéter son discours de propagande. Je peux dire la chose suivante. Selon les statistiques officielles, maintenant les Tatars et leurs familles ont 113% des terres. Par ailleurs, la terre qu'on leur a donnée et qui est loin de la mer ne les intéresse pas. Il y a une tendance récente des Tatars qui accaparent les terres, qu'ils revendent ensuite à d'autres. Des terres sont bien attribuées aux Tatars par les autorités, mais il s'agit souvent de terrains dans des régions éloignées, où ils n'ont jamais habité historiquement. Beaucoup préfèrent alors squatter près des grandes villes. Un droit, selon eux, en guise de réparation de la déportation. Pour les Russes, ces revendications sont démesurées.
Face à ces tensions, la tâche est difficile pour Mustafa Djemilev, seul député tatar élu au Parlement ukrainien. En effet, les intérêts tatars s'opposent souvent à ceux des Russes. Pour la majorité écrasante des Russes qui vivent en Crimée, les aspirations politiques sont complètement différentes des nôtres. Leur vision de la Crimée est tout autre. Non seulement ils sont éduqués dans l'esprit de cette propagande anti-tatar, mais à présent ils voient en nous des opposants politiques, parce que nous sommes contre le détachement de la Crimée de l'Ukraine et contre le rattachement à la Russie. Nous sommes pour le renouveau de notre culture nationale et la reconstruction de notre identité. Cette reconstruction passe d'abord par l'éducation. Si le tatar est une des langues officielles en Crimée, il n'est pas enseigné dans la plupart des établissements. L'école numéro 3 de Sovietsky fait figure d'exception. Ici, tout est fait pour que les enfants baignent dans la culture tatare. Pendant l'exil, parler tatar était interdit, alors aujourd'hui, la plupart des enfants ne connaissent pas la langue de leurs ancêtres. Dans ce cours de littérature, les élèves redécouvrent ces mots oubliés. Notre devoir, c'est de leur apprendre cette langue et c'est très difficile. Ils sont comme des étrangers. Ce qui me désole, c'est qu'on est obligé d'enseigner notre propre langue maternelle comme une langue étrangère. Ces élèves ont débuté leur scolarité dans une école russe où ils se sentaient stigmatisés. L'école de Sovietsky est un refuge pour eux. Ici, je me sens beaucoup mieux parce que personne ne me tape. Personne ne me pousse, tout le monde est très gentil. Et tous les élèves ici sont tatars. Ici, c'est plus calme et personne ne m'embête. Alors que dans l'autre école, il y a des élèves de grande classe qui m'embêtaient parfois. Là-bas, en fait, on n'aimait pas les Tatars. Grâce aux écoles comme celle-ci, les enfants tatars renouent avec leur identité. Mais ces initiatives sont plutôt rares car les financements du gouvernement ne suivent pas. En rentrant en Crimée, Allier, Roujdi et les autres ont réalisé le rêve de leurs parents. Ils n'ont aucun regret. Mais les difficultés d'intégration ont tout de même freiné la vague des retours. Le peuple tatar reste morcelé. Il serait encore près de 100 000 à vivre dans leur pays d'exil. Et en plateau avec nous, Lydie Marlin, bonjour. Bonjour. Et Claire Debuisert, bonjour. Vous avez toutes les deux réalisé ce reportage en Crimée. Comment la population de Crimée, hormis ces Cosaques notamment que vous avez filmés, comment la population dans son ensemble réagit-elle à ces revendications tatares ? C'est vrai que la majorité des habitants de Crimée ne sont pas aussi hostiles aux Tatars que ceux qu'on a pu montrer dans le reportage, bien sûr. Mais le sentiment le plus répandu, ce qu'on a vraiment entendu, c'est un certain ressentiment à l'égard des Tatars, le sentiment qu'ils en demandent trop en fait, qu'on entend beaucoup leurs revendications. La situation économique en Ukraine est loin d'être idéale, elle n'est pas favorable. Du coup, les habitants, donc surtout russes de Crimée, ont l'impression d'avoir eux-mêmes des difficultés et qu'on ne s'en occupe pas forcément et que par contre on s'occupe des Tatars. Oui, et puis globalement, il y a quand même une image assez négative qui persiste autour des Tatars parce qu'il y a un manque de connaissances dans la population de ce peuple et de leur histoire. Par exemple, à l'école, en Crimée, l'histoire de la déportation est résumée juste en quelques lignes, en fait, dans les livres d'histoire. Et il y a toujours la persistance de cette idée que les Tatars étaient des traîtres, qu'ils ont collaboré. Avec les nazis. Avec les nazis, voilà, tout à fait. Et donc, souvent, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des profanations de monuments tatars, on retrouve ce symbole de la croix gammée. Comment le gouvernement ukrainien gère cette question ? On a vu qu'il y a un député tatar. Comment le gouvernement dans son ensemble en Ukraine gère-t-il cette question ? Alors la population tatar, c'est 12% à peu près de la population de Crimée. Ça fait à peu près 0,5% de la population ukrainienne. Donc c'est vrai que la question tatar, c'est pas une priorité pour le gouvernement ukrainien. Il y a tout de même un budget qui est alloué à la question tatar. Ce budget, il sert notamment et principalement à donner des logements et parfois des terrains aux Tatars. Mais ça se fait au compte-gouttes, donc il y a des attentes qui se comptent en années. Ou alors